Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Amine Lamoubariki, qui est le fondateur de Otake.com. Otake.com, je vous l'épelle parce que c'est pas un nom de domaine qui passe très bien en podcast. C'est Otaket.com et c'est un site où il aide les entrepreneurs à améliorer leurs résultats grâce au développement personnel. Mais aujourd'hui, j'invite pas Amine pour parler de Otake, mais d'un autre projet, un tout nouveau projet qu'il lance dans un marché sous-exploité et avec une forte demande. C'est un épisode qui, du coup, sort du cadre habituel de l'émission Marketing Mania, puisque j'ai invité Amine pour nous parler d'un nouveau projet. Et donc, vous allez voir les prémices d'un projet. Notamment, vous allez voir comment est-ce qu'un entrepreneur qui a déjà passé des années sur le web va attaquer une opportunité nouvelle. Comment est-ce qu'il va réfléchir à son marché? Comment est-ce qu'il va réfléchir aux techniques marketing qui sont possibles? Comment est-ce qu'il va établir sa stratégie? Comment est-ce qu'il va évaluer ses priorités, etc. Et on va voir le tout début de ce projet. J'espère qu'on pourra avoir Amine dans 2 ans quand il aura cartonné sur son projet. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est presque plus qu'une interview, presque une forme de brainstorm où j'avais entendu parler du projet d'Amine, j'avais quelques notions de ce qu'il faisait, mais je n'avais pas les détails. Et du coup, je vais essayer devant vous de comprendre les enjeux stratégiques de ce projet et comment Amine attaque son opportunité, quels modèles mentaux il utilise pour s'orienter sur une toute nouvelle niche, sur un tout nouveau marché pour lui. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Amine. Salut Amine et bienvenue sur le podcast. Salut Stan, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super bien. Je viens de faire l'introduction la plus étrange du monde. Ça va? Et toi, je sais pas pourquoi, alors qu'en plus on était en train de parler pendant un bon quart d'heure avant d'enregistrer. Amine, ça m'intéresserait qu'on commence par parler de ton nouveau projet dont on parlait justement juste avant d'enregistrer. Ok, on va parler de ce projet. Moi, en fait, je suis un peu un hyperactif, c'est-à-dire que très souvent, j'ai besoin de lancer des nouveaux projets, des nouveaux challenges. Et là, j'ai un projet qui, moi, me tenait à cœur depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, que j'ai lancé là juste avant l'été. C'est un projet pour les professeurs des écoles, pour les instituteurs. C'est une plateforme où les gens peuvent télécharger ou mettre en ligne des ressources pédagogiques. Ça peut être des exercices de maths, ça peut être des jeux pour réviser l'histoire géo, ça peut être des outils à afficher en classe, etc. Et comment ça m'est venu? En fait, ma femme est institutrice, professeure des écoles depuis 2010, je crois. Et il y a quelques années, il y a 2 ans environ, on prévoyait de faire un tour du monde. Et elle me disait comment je vais faire et tout pour avoir de l'argent, etc. Et je lui dis, bah regarde, tu crées déjà beaucoup de trucs pour ta classe. Et en fait, elle est vachement investie dans son travail. Tu sais. Dans les profs, je pense qu'il y a 2 catégories de profs. T'as ceux qui en ont rien à foutre, tu vois, et qui font les heures minimum et qui font ce qu'ils ont à faire. Et t'as ceux qui vraiment passent leur vie à préparer le truc, tu vois. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de week-end, et tout le temps préparent leur cours. Et ma femme, elle est un peu dans cette catégorie-là. Et elle prépare beaucoup de trucs pour sa classe. Et donc, il y a un peu plus de 2 ans, je lui dis, ben, pourquoi tu ne le mets pas en ligne? Pourquoi tu ne le mets pas en ligne et tu essayes de le vendre, t'essayes de vendre un truc? Donc, elle a préparé Du un coup, petit... c'était quoi le truc typique qu'elle avait créé, qu'elle a pu vendre après? C'était un pack de jeux. C'est des jeux de société qu'elle crée, mais c'est des trucs très simples. C'est soit des cartes ou des plateaux de jeux qu'elle crée sur PowerPoint. Et pour réviser, par exemple, les fractions en CE2 ou les multiplications, les divisions, etc. C'est des petits trucs où les élèves peuvent jouer à 2 ou à 4 et progresser. Donc, Et après, tu as ce truc-là sur PowerPoint, tu fais quoi? Tu l'imprimes sur papier et ça te fait un jeu de société. tu l'imprimes, tu le plastifies et après tu peux jouer Ok. avec des pions en classe. Quand tu viens de finir un chapitre sur la fraction, et les élèves finalement ils vont jouer et la pédagogie par le jeu ça permet de beaucoup mieux réinvestir et de beaucoup mieux apprendre que simplement sur un tableau avec un prof, quoi. Et en Ok, je plus, vois. l'avantage du jeu, c'est que comme il joue à plusieurs, quand il y en a un qui n'a pas compris, c'est l'autre élève qui va lui expliquer. Et donc, quand c'est quelqu'un qui est à ton niveau qui t'explique, tu comprends mieux. Et quand toi, tu expliques à quelqu'un d'autre qui ne comprend pas bien, même toi, tu te réapprends, tu te réenseignes à toi-même. Donc bref, il y a plein d'avantages pour le jeu. Donc ma femme, elle a décidé d'aborder cet angle-là, de créer des jeux. Et on a lancé un blog. Et j'ai vu des choses que j'avais jamais vues. Mais des choses que j'avais jamais vues de ma vie sur le web. Ça fait 6 ans que je travaille sur le web, 7 ans. Par exemple, tu lances une campagne Facebook
tu as des inscrits hyper qualifiés à 12 centimes le mail. Quand les gens s'inscrivent à ta mailing list, déjà tu as des taux de conversion de fou, tu as des taux d'ouverture à 80%, tu as des gens qui répondent à ton mail de bienvenue en te disant merci de m'avoir accepté dans tes contacts. Bref, tu as des trucs de fou. Tu vois. Et du coup, on vend un produit, ça marche, on attend un peu, on revend un deuxième produit, ça cartonne. On attend un peu. Et donc, comme ça, quand tu dis ça marche, c'est. Donc, mettons, tu vois, ce jeu-là dont tu m'as parlé, le jeu de société, ça, tu le vends à combien? Bah en fait, on n'était pas d'accord au début sur les prix. Ma femme, elle voulait vendre pas cher et je lui ai dit, vends-le plus cher. Donc on s'est mis d'accord sur un truc, c'est que on vend le pack de jeux. Donc c'est un pack où il y a 40, le premier pack, je vais prendre celui avec lequel on a commencé, tu avais environ 45 plateaux de jeux. Sur les 45 plateaux de jeux, on vendait ça 57 euros. Mais en fait, on l'affichait à 57 euros pour ne pas le vendre, pas pour le vendre à 57 euros, mais pour pouvoir faire des promos à 27 euros de temps en temps. Ok. Et du coup, en fait, comme après on a créé plusieurs packs, et ben on fait une promo environ tous les 2 mois. Et donc le pack qui est à 57, il passe à 27. Mais après, si tu prends 2 niveaux, tu peux avoir 2 niveaux pour 37, plus rajouter un truc de lecture. Et en final, le panier moyen, en général, il est à 45 ou 50. Et on a déjà des gens qui nous ont fait des commandes hors promo à 110 euros, 120 euros, quoi. Et donc, c'est quoi le volume de vente, tu vois, entre pour donner une idée peut-être ça peut être intéressant aussi de parler un peu de la liste, etc. Mais pour donner une idée un peu des gens, parce que les instituteurs en France, il y en a combien, tu sais? Il y a 400 000 instituteurs du primaire et de maternelle. Voilà, donc c'est déjà un gros marché de base. Et quel pourcentage du marché est-ce que tu touches aujourd'hui avec ces Bah, en produits-là? fait, moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on touche quasiment personne pour le moment, mais on arrive à faire des chiffres intéressants. C'est-à-dire on a 12 000 personnes sur la liste email. Donc là, je suis pas arrivé, je sais pas combien ça fait en pourcentage, mais ça fait pas beaucoup. Ouais, Et on a genre 6 000 personnes sur la page Facebook. Mais il y a un taux de réactivité de fou. De fou, c'est-à-dire que euh, chaque personne sur la liste email va nous rapporter plusieurs euros. Plusieurs euros, alors par que c'est des mois petits produits. ou en Euh, tout? en tout, parce que, en fait, comment dire, euh, je te dis, on fait des promos, tu vois, et Ouais, à chaque promo, environ, on gagne un peu plus que 1 euro par contact inscrit à la liste email. Mais ok, en fait, si on fait, ça se répète même si on fait 5 promos, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ouais, à un moment, quand j'avais 5000 contacts et que je lançais un mail à 5000 contacts, je faisais 5000 euros. Et genre, 3 mois après, si j'ai 8000 contacts et que j'envoie un mail avec une promo, là, on faisait environ 8000 euros. Tu vois. Donc, finalement, j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas acheté la fois d'avant, ils achètent la fois d'après, etc. Mais hmm. globalement, sur les dernières promos, on faisait environ 1 euro, voire 1,20 € par contact, quoi. Donc ça commence à devenir un business solide. Le chiffre, du coup, c'est 3%. Voilà. 3% du marché si tu as 12 000 personnes sur 400 000. Donc, effectivement, c'est pas beaucoup. Et Euh, encore, je dirais que c'est encore moins que ça parce que on a des Suisses dans la liste email, on a des Belges et on a des Canadiens. Donc, ok, ouais. je pense que en gros, le marché il est plus Donc, gros c'est que bon. 400 000. Ouais. Euh, et à mon avis, par contre, là, il faudra sans doute soustraire, du coup, les profs dont tu as parlé tout à l'heure qui veulent rien faire et que ça intéresse pas et qui, du coup, sont pas potentiellement intéressés par Bah, ce genre de choses. justement, parce que en fait, on peut toucher à la fois ceux qui veulent proposer le meilleur à leur classe et qui sont prêts à investir de l'argent et en se disant ouais, je vais proposer un truc de fou pour ma classe. Et on peut aussi toucher ceux qui ne veulent rien faire et qui se disent j'ai un truc clé en main. Donc au lieu de passer mes week-ends à préparer des leçons de maths, je peux les acheter. Et du coup, je Ok. pense qu'on peut aussi toucher ces gens-là. C'est le reverse. Tu sais, il y avait des sites où tu pouvais acheter des dissertations déjà Oui, écrites. bah Et oui. c'est l'inverse. C'est les cours déjà écrits pour les profs. C'est pas mal. Donc, du coup, ok, t'as un bon truc. Comment ça se fait que. Donc là, ce que tu me décris, en fait, c'est un C'est peu une... l'Eldorado dont rêve Ouais. tout marketeur. C'est de trouver une niche énorme où il y a personne. Et tu sais, c'est pour ça que ça fait 2 ans que j'en parle pas et que tu trouves très peu d'infos de moi qui parlent de ça sur Internet. Parce que je me disais, si ça tombe sur les mains des marketeurs, dans les mains des marketeurs, enfin, en gros, il y en a qui vont l'attaquer, tu vois. Et en fait, Ouais. maintenant, j'en parle sans souci parce que, euh, en fait, si tu n'as que le côté marketeur, t'es cuit.
Et moi, la grande chance, c'est que je suis associé avec ma femme, qui est institutrice. Et du coup, à chaque fois que je fais un mailing de vente agressif, tu vois, le truc de fou, elle le prend, elle supprime tout et elle l'écrit en mode prof, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, euh, parce que Ça si change quoi tu. l'écriture prof? Qu'est-ce qu'elle change dans ta rédaction? Bon, en fait, on enlève. Comment dire? Tu vois, nous, on va mettre de l'urgence, on va mettre. C'est maintenant ou jamais que tu dois cliquer, la promo, elle se termine ce soir et tout. À Et quoi elle va va. ressembler ta vie dans un an si tu n'achètes pas cet exercice de maths? Voilà. Tes élèves vont échouer. Et en fait, les quelques fois où j'ai fait ça, j'ai eu un taux de désabonnement de fou. On a eu des réponses, tu vois, les gens ils se sont braqués un peu, tu vois. Et du coup, Ouais. maintenant, elle écrit comme, elle écrit comme si elle partageait à ses collègues, tu vois. Et Mhm. en fait, ça marche carrément bien. Et du coup, je pense que si tu es juste un marketeur et que tu n'as pas cette sensibilité et ce côté vraiment où tu vois le métier de professeur de l'intérieur, et bah, je pense que c'est difficile à faire. Après, je pense que c'est possible, tu vois, mais moi, je sais qu'on a une très grande force, c'est qu'on a ces deux côtés. Et comment ça se fait que personne d'autre soit placé sur le marché? Ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont placés sur le marché et ils sont pas aussi pointus niveau marketing? Tu as dû faire des recherches là-dessus. Qu'est-ce que tu as Ouais, vu? j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Parce qu'en fait, là, ça, c'est pas mon gros projet. Ça, c'est un projet qu'on fait, et en gros, je laisse ma femme le faire, tu vois, ce blog-là. Et le gros projet dont on parlait avant le podcast, c'est que, comme on a remarqué qu'à chaque fois qu'on lançait un nouveau produit, on faisait de l'argent, mais que lancer un nouveau produit, comme ma femme est super perfectionniste, ça prend beaucoup de temps, on s'était dit, bah, on va trouver d'autres gens qui vont créer des produits. Et donc, on a décidé Parce de qu'il faut créer. qu'elle invente à chaque fois un nouveau jeu de société, des règles, du concept, faut faire le graphisme, etc. Voilà. Et en fait, tu vois, ma femme, elle n'est pas du tout entrepreneur. Donc, quand je lui dis, toi, tu fais des dessins tout moches sur Paint et on paye quelqu'un 1 000 € pour nous faire les graphismes, elle me dit non. Elle me dit, c'est moi qui fais les trucs. Donc, tu vois, elle est là en train de chercher ses petites images. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Tu vois, Ouais. elle va mettre plus d'un. Enfin, à temps partiel, tu vois, parce qu'elle travaille quand même la journée, mais à temps partiel, elle va mettre plus d'1 mois et demi à créer un produit, voire 2 mois quand faut qu'elle trouve l'idée, etc. Et donc, toi, tu es le mec derrière qui regarde les chiffres, qui est un peu au fait du marketing et tu te dis, mais en fait, là, on a un problème, on a un goulot d'étranglement dans notre business et on peut pas grossir autant qu'on veut parce qu'il y a une seule personne qui fait le produit et ça nous prend un mois et demi de le faire. Voilà, et donc on s'est dit, on va créer une place de marché où tous les instituts de France et d'ailleurs, enfin tous les instituts francophones peuvent créer leurs propres produits et le mettre en vente et où tous les instituts peuvent venir le télécharger. Et du coup, euh, ça va donner l'opportunité à beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des trafics énormes sur leur blog et ne savent pas forcément comment installer un bouton de paiement Stripe, tu vois, ne savent pas comment et n'ont même pas conscience qu'il y a une opportunité financière, tu vois. Et du coup, on s'est dit on va créer ça. Comme je te l'ai dit, on a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. Tu sais, en France, on a souvent un peu de retard sur les Américains, même beaucoup de Mhm. retard. Et bah, il y a un site, justement, une place de marché comme ça qui cartonne aux États-Unis depuis. En fait, elle a vraiment décollé en 2012-2013. Ça Euh, s'appelle comment? Ça s'appelle Teachers Pay Teachers. Et les derniers chiffres que j'ai trouvés, je crois que ça remonte à 2015 ou 2016, où à l'époque, tu avais déjà 10 profs qui avaient été millionnaires grâce à ça. Et il y en a beaucoup plus. Et en fait, c'est devenu une institution. Tu vois, comme un peu quand tu crées un site sur WordPress, tu peux pas te passer de ThemeForest, tu vois. Et bah, quand tu crées des cours aux États-Unis, j'ai l'impression que tous les profs utilisent Teachers Pay Teachers. Et, Et je vois en allant sur le site, ils vendent des trucs à 5 dollars, 2 dollars, 1,50 $, 10 dollars. exactement. Donc pour faire 1 million, il faut quand même faire du volume, quoi. Ouais, mais si tu vas regarder dans les top earners, donc en bas du site, tu peux avoir les classements des meilleurs vendeurs, etc. Pendant longtemps, c'était. Alors attends, si, je les connais. Pendant longtemps, c'était Dina Jump. Et en fait, là, elle est passée numéro 2. Et la numéro un, c'est une femme qui vend en gros, des programmes de maths de toute une année et qui les vend 300-400 $. Donc, en fait, c'est toute la question de est-ce que je vends des produits pas chers et est-ce que j'en vends beaucoup ou est-ce que je vends des produits chers et j'en vends moins. Alors, attends, ils sont où les tops? Ils les ont enlevés? Parce qu'en bas, avant, il y avait le top. Ouais, je suis aussi sur le site et je vois pas le top des. Attends, parce que pendant plusieurs années, j'avais le top. Attends, j'essaie de retrouver dans l'historique. Euh, non, en gros, quand tu regardes dans les interviews et tout, il y en a qui ont fait plusieurs millions de dollars.
La Et première dans qui ce a cas-là, été... ils restent profs ou ils partent Bah, habiter aux Bahamas? je me posais la question et apparemment, il reste prof. Il reste prof, mais tu vois, quand tu vois les créations, quand tu vois leurs blogs et tout, tu vois, les trucs qui sont super, super bien travaillés. Donc, je pense qu'ils ont des designers avec eux, etc. Tu vois. Mais Ils doivent sous-traiter la partie prof, ils ont un autre mec à leur place. je Ils ont sais un pas. assistant, un assistant prof. Ok, donc du coup, toi, tu importes ce modèle-là en France. Tu mentionnais tout à l'heure il y avait des blogs avec du gros trafic, donc j'imagine que cette population, elle est déjà en ligne. Il y a une économie plus informelle de blogs, un peu comme on est dans les années 2000, où les gens partagent leur expérience et leurs conseils, mais pas dans une démarche de le blog, c'est un business. C'est ça? Voilà, pour le moment, ils sont tous. Enfin, il y a vraiment une grande partie. Et c'est marrant parce que, en fait, tu vois les blogs qui se sont lancés dans les années 2000, allez, fin des années 2000, début des années 2010, et des blogs de profs qui font des centaines de milliers de visiteurs, et qui sont dans cette économie, dans ce délire de je partage, mon design il est moche, mais je partage beaucoup de trucs. Au mieux, j'ai un petit encart de publicité AdSense ou de l'affiliation Amazon. Et tu vois qu'il y a des blogs qui se sont lancés en 2016-2017 où le design il est propre, où il y a une recherche de monétisation. Donc parfois, tu vois, il y a une newsletter, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font derrière. Tu vois, je me suis inscrit et finalement, ils ne vendent rien, mais ils ont compris qu'il fallait capter des emails. Hmm. Ou sinon, il y en a qui vendent des produits dérivés. Tu vois, des mugs, des t-shirts, des trousses, des classeurs et tout. Mais qui n'ont pas encore compris qu'ils En pouvaient plus, vendre faut l'information, faire du quoi. volume pour pouvoir vendre des produits dérivés, pour Ouais. pouvoir vendre des mugs et que ça fasse de l'argent. T'as intérêt à avoir un cartonné niveau visite, quoi. Parce que c'est pas. Oui, voilà. Alors que moi, ma femme, Ouais. elle fait, bon, elle fait un peu de visite là depuis ces derniers mois, mais on a commencé à dégager de l'argent. Elle faisait peut-être, je sais pas, 200 visiteurs par jour, quoi. Hmm. Et ça commençait à devenir intéressant financièrement. Donc j'imagine que l'idée pour toi, c'est de dire, bah écoute, voilà, tu prends contact avec eux. Voilà, je m'appelle Amine, ma femme est institutrice, on a commencé à vendre des produits, voilà un peu notre parcours, voilà ce qu'on vend, voilà comment ça marche. Est-ce que tu veux faire la même chose? Faire levier sur toi, ton audience, tu l'envoies sur une autre plateforme pour vendre tes produits parce que peut-être que t'as pas la connaissance marketing ou technique de mettre vraiment ça en vente. Et donc, tu fais levier sur ces audiences, sur ce trafic qui existe déjà pour aider ces gens-là à monétiser. Est-ce que ça serait un peu l'idée? Oui, voilà. Et en fait, tu vois, que je t'ai dit, ma femme, elle est vraiment pas à l'aise avec le fait de s'afficher sur Internet, etc. Tu vois. Et donc, elle a créé son blog euh, où elle était inconnue, tu vois, il n'y a pas son nom, il n'y a rien, tu vois. Et il n'y a que son prénom. Et quand je lui ai dit, on va faire levier, on va prendre ta communauté, on va la balancer sur la plateforme, elle me dit, j'ai envie que ça reste deux trucs différents. Et elle veut pas que les gens fassent le lien entre, tiens, Amandine de ce site-là, c'est elle qui a créé ce site-là, le deuxième site. Donc, on fait ça plus subtilement en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a envoyé un premier mail en disant, tiens, j'ai un ami à moi qui lance un site, etc. Est-ce que ça t'intéresse de faire partie des testeurs? C'était en fait pour avoir des bêta-testeurs au début. Donc on a envoyé un mail, on a eu genre 250 personnes qui se sont inscrites sur un Google Doc. On en a trié quelques-unes, on les a eues en pré-lancement. Après, depuis le début, on a refait un deuxième mail où Et les 250, c'était des acheteurs ou des créateurs? la plupart du temps, c'était des acheteurs. On a essayé de sélectionner ceux qui avaient coché le fait qu'ils pouvaient être créateurs, etc. Et finalement, il y a une centaine de gens qui se sont inscrits en tant que créateurs, mais il y en a finalement qu'une vingtaine, tu vois, ou une quinzaine qui créent pour le moment des trucs et qui génèrent des ventes. Euh, du coup, on a envoyé un deuxième mail récemment où elle se positionnait du côté j'ai créé un truc, la version gratuite elle est sur mon site, c'est une version PDF, et la version modifiable, si tu veux, les documents PowerPoint avec les bonnes polices et tout à télécharger, tu peux le télécharger sur la plateforme qui s'appelle la salle des maîtres. Donc on a envoyé ce mail-là, et là je lui ai dit, on était en train de le préparer pour la semaine prochaine, qu'on allait envoyer un mail où vraiment on allait recruter des vendeurs, en disant, voilà, moi, comme tu le sais, je vends des jeux depuis 2 ans, ça marche très bien. Maintenant je sais que toi, tu n'as peut-être pas la possibilité technique de le faire, tu n'as peut-être pas de blog, tu sais peut-être pas comment faire. Bah, c'est pour ça que des amis ont créé, ont créé un site sur lequel tu peux le faire et du coup on va essayer de récupérer des acheteurs, enfin des vendeurs comme ça.
Parce que quand tu lances une marketplace, je m'étais bien renseigné, le souci c'est qu'en fait tu lances deux business. Tu lances deux business en parallèle. Tu lances un business, un e-commerce où les gens viennent acheter des ressources et viennent télécharger les produits. Donc ça, il faut trouver des clients. Et tu lances un autre business où tu vends une opportunité à des créateurs de gagner de l'argent. Et ça, c'est pareil sur Airbnb, c'est pareil sur Uber, C'est etc. notoirement assez difficile parce que tu tombes dans un problème d'œuf ou de la poule. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le créateur va aller sur ta plateforme si tu n'as pas de client? Pourquoi est-ce que le client va venir si tu n'as pas encore de créateur? Voilà. Et Et du coup, toi, comment est-ce que tu vois ce problème? Parce que bien souvent, tu as un problème voilà, d'offre et de demande. Bien souvent, il y a un côté qui va être plus stratégique au départ. Je sais notamment que sur Airbnb, ils avaient un vrai problème d'avoir des listings et donc ils allaient importer les listings de Craigslist versus un site comme eBay, par exemple, qui a le même problème. À partir du moment où eBay en fait, a eu la demande, a eu les consommateurs qui étaient sur eBay, et ben, en fait, les vendeurs ont voulu être sur eBay aussi. Donc, ils ont commencé par le côté demande et ils ont eu l'offre qui a suivi. Toi, selon ton analyse, voilà, tu as des créateurs, tu as des acheteurs. Lequel tu dois enclencher en priorité actuellement pour pouvoir avoir une marketplace qui soit florissante, à ton avis? bah, en fait, avant, je me posais la question et je me disais, je sais pas trop, parce que des acheteurs, on va en avoir forcément, ne serait-ce qu'avec le référencement naturel, etc. Et des créateurs, je me suis dit, bah, il y en a plein qui ont aujourd'hui des blogs gratuits et qui vont vouloir vendre et qui vont vouloir faire de l'argent. Et en fait, très rapidement, en quelques semaines, il y a eu un écart qui s'est creusé enfin, énormément entre beaucoup de gens qui viennent télécharger des trucs et peu de personnes qui viennent Ok. créer. Donc, nous, on a eu plein d'idées qu'on n'a pas encore forcément implémentées. La première idée, c'était d'aller voir sur d'autres marketplaces. Tu vois, par exemple, sur Teachers Pay Teachers, tu as des Canadiens qui vendent des produits en français et tu as même des Français qui vendent des produits en français pour le Canada parce qu'il n'y avait pas d'autres marketplaces. Et donc, on s'était dit, on va démarcher ces vendeurs un par un en leur disant aujourd'hui, il y a une place de marché pour les Français et par les Français. Est-ce que ça t'intéresse de mettre des produits? Et même, je pense qu'à la rentrée, là, je vais recruter un assistant pour lui dire, bah écoute, si le blogueur il a la flemme de faire ses fiches produits, nous on fait les fiches produits, on refait tout. Juste, il faut que le mec il nous donne les ressources et au moins comme ça, on alimente manuellement notre marketplace. Et je reviens sur l'idée des blogueurs, parce que s'il y a des blogueurs qui ont des centaines de milliers de visiteurs et qui créent déjà des ressources gratuites, est-ce que tu peux pas aller voir ces gens-là et leur dire, écoute, tu nous fais des versions payantes de ce que tu fais, ou tu peux créer des ressources payantes et d'un coup, tu peux monétiser cette audience énorme. Et du coup, tu as un peu le beurre et l'argent du beurre, où tu as le créateur, qui est en plus un créateur populaire, qui a démontré, parce qu'il a déjà une audience et un trafic, que ce qu'il racontait intéressait du monde. Et de l'autre côté, forcément, les gens qui lisent son blog vont avoir envie d'acheter les produits de cette personne qui est déjà un peu une star. Et tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre en touchant ces VIP. Je ne sais pas combien il peut y en avoir, mais tu as peut-être je sais pas, quelques dizaines de blogs sur lesquels tu pourrais te focus et avoir un levier là-dessus. Bah, Est-ce en que c'est fait, quelque chose, tu as une oui, stratégie là-dessus? on y a pensé et en fait, c'est une mafia. C'est une mafia, enfin, c'est une mafia ou c'est un syndicat, tu vois. Ils sont organisés dans une communauté, tous les les profs blogueurs, tu vois. Ok. Et Toi, t'es pas dedans? ma femme n'est pas dedans parce qu'elle vend des produits. Et en gros, une des règles, c'est que la majorité de leurs produits doivent être gratuits ou en accès libre. Et du coup, ma femme s'est encore embrouillée avec eux il y a 3 jours parce qu'elle leur dit, ouais, mais regarde, vous vendez des... En fait, il y en a qui commencent à monétiser en vendant des vrais livres, tu vois. Des trucs qu'ils ont fait chez des éditeurs et tout, tu vois. Mhm. Elle dit donc, l'autre qui vend un livre à 25 euros sur lequel il va toucher 1 euro, il a le droit. Mais moi, un truc que je vends à 27 euros sur lequel je touche 27 euros, j'ai pas le droit, c'est ça. Et elle dit, ouais, non, c'est pas pareil, entre des PDF et un livre, c'est pas pareil. Donc, tu vois, ils sont un peu dans cette mafia. Et tu as enfin une mafia, non, c'est pas une mafia, c'est voilà, c'est une communauté. C'est une communauté où il y a beaucoup des gros blogs, parce qu'à l'époque, dès qu'un blogueur commençait à percer, lui, il voulait rejoindre un peu la communauté des profs blogueurs. Donc, finalement, tous les gros blogs quasiment sont dans cette communauté. Euh, et quand on a commencé à lancer le site, qu'on a parlé à quelques-uns de cette communauté, eux, ils ont un forum privé, ils en ont parlé dessus. Et apparemment, ils se sont mis d'accord que pour le moment, ils participaient pas à l'aventure. Mais nous, on s'est dit que c'est pas grave parce que c'est comme partout. En gros, tu as la partie émergée de l'iceberg, donc tu as les gros, et tu as la longue traîne. Tu as toutes ces dizaines et ces dizaines de profs
enfin même ces milliers de profs qui ont des blogs qui font pas forcément partie de cette communauté parce qu'ils sont pas assez gros et qui aimeraient pouvoir gagner de l'argent. Et du coup, on se dit que on va commencer par tous ces petits qui savent pas comment monétiser. Parce que mine de rien, un gros blogueur, même s'il monétise très mal, s'il met un AdSense, il va gagner 800 euros, 1000 euros, tu vois. Et donc, il y en a qui ont des petits trucs AdSense, même s'ils pourraient gagner beaucoup plus. Et par contre, il y en a qui ont des tout petits blogs et qui gagnent rien parce qu'avec AdSense, ils gagneraient 34 euros par mois. Et eux, on peut leur proposer de mettre leurs ressources et en fait de grossir comme ça petit à petit. Et à un moment, il y a un livre que tu aimes bien qui dit So big they can ignore you. En fait, tellement gros qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Et donc, je pense qu'à un moment où, et j'espère arriver à ce moment-là où la plateforme sera tellement grande qu'elle sera incontournable. C'est comme ceux qui, je sais pas, à l'époque, voulaient pas se mettre sur Airbnb et qui finalement maintenant sont obligés ou qui voulaient pas se mettre enfin, passer par Uber, etc. Tu vois. Et donc, moi, plutôt que d'attaquer le cœur et de partir vers l'extérieur, je pense attaquer vers l'extérieur et me recentrer vers le cœur parce que pour le moment, la plupart des gros blogueurs, en fait, ils ont un paradoxe. Ils te disent, moi, je fais ça par passion, moi, je fais ça pour le partage gratuit, etc. Mais quand même, ils essayent de gagner de l'argent avec des liens d'affiliation Amazon, avec des partenariats de fois avec des boutiques e-commerce, tu vois. Et finalement, ils ne se rendent pas compte que vendre leurs connaissances, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Et c'est comme ça je pense qu'on va attaquer le marché. Mais j'imagine que beaucoup de gens ont cette réticence à vendre. Je pense que c'est peut-être encore plus prononcé pour les gens qui sont profs dans la fonction publique, et c'est en plus un job où tu es censé aider les autres. Donc c'est beaucoup plus facile de faire un partenariat avec quelqu'un d'autre où en fait tu mets de la lumière sur quelqu'un d'autre et effectivement tu gagnes un peu d'argent, mais au final c'est pas toi qui vends un truc, que de toi-même aller vendre quelque chose et de dire voilà, j'ai créé un truc, achetez-le. Je pense qu'il y a une barrière psychologique qui est présente là, effectivement qui peut être compliqué à surmonter. Du coup, qu'est-ce que tu as en termes de process en place aujourd'hui pour contacter tous ces petits blogueurs, pour, je sais pas, les aider à créer des produits? Comment est-ce que quelle infrastructure tu as mis en place aujourd'hui pour driver plus de créateurs sur la plateforme? En fait, j'avais fait un listing au début avec tous les plus gros blogs justement, avant de justement m'être confronté à au refus des plus gros. J'avais fait un listing avec les blogs et sur chaque blog, j'avais mis l'ancienneté du blog, j'avais mis une estimation de trafic, etc. En fait, j'avais deux visions. Soit les contacter pour qu'ils deviennent créateurs, soit les contacter aussi pour un article sponsorisé. Comme ça, moi, ça m'apporte du trafic et des liens de référencement. Et du coup, je me suis fait un tableau avec soit leur adresse email, soit leur page Facebook. Et régulièrement, c'est-à-dire quasiment tous les jours, je leur envoie un message en leur présentant l'idée de la plateforme et en leur demandant si ça les intéresse de mettre en ligne leurs ressources, qu'on peut les aider s'ils ont besoin, qu'on peut les accompagner, qu'au début... et en fait, à chaque fois qu'ils ont une réticence, en disant « ouais, je ne sais pas si ça va marcher, etc. » Moi, en fait, mon but, c'est juste de remplir le site pour le moment. Donc, je leur dis, ce que tu peux faire, c'est juste, tu mets 2 ressources en ligne, ça va te prendre une demi-heure. Parce que très souvent, c'est des gens qui ont déjà créé des trucs pour eux. Donc, finalement, ils les ont sur leur ordi, ils ont juste à aller glisser, déposer, faire une description de 50 mots ou 100 mots, et après, c'est parti, quoi. Donc, je leur dirais, tu le mets en ligne, toi, ça ne te coûte rien, et tu vois d'ici 2 semaines, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, si tu génères des ventes. Et aujourd'hui, quasiment 100% des créateurs qui ont mis des choses sur notre site ont gagné de l'argent. Donc il y en a qui n'ont pas gagné beaucoup, mais en fait ils ont tous au moins fait une vente payante. Et quand tu reçois une notification en te disant tu as gagné une commission, même si c'est juste 1,65 €, tu vois, et parfois tu as un petit déclic. Et là, ce qu'on va faire à la rentrée, on était en train de chercher justement un fournisseur pour ça, c'est par exemple, il y a un truc tout bête. Enfin là, je le vois, moi, il est là et il est posé à côté de mon bureau. La plupart des profs se trimballent avec des sacs cabas de Leclerc ou de Carrefour pour trimballer leurs livres, leurs cahiers, etc. tous les matins. Tu vois. Et tu vois, là, il y a le sac de ma femme avec tous ces trucs de cours dedans. Et on se dit à la rentrée, tous les créateurs, on va leur envoyer un sac joli avec genre notre logo, etc. ou un petit slogan.
Et à partir du moment où tu fais une vente, tu reçois un sac. Donc même si nous, ça va nous coûter, je sais pas, 10 euros par sac, même moins, je pense, et bah, les gens, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir un cadeau. Et en plus, ça va faire, entre guillemets, de la pub dans l'école parce que leurs collègues, ils vont voir et ils vont dire, ouais, mais ton sac, il vient d'où? Qui c'est qui te l'a offert, etc. Ah, bah, tu connais pas la salle des maîtres, tu peux venir vendre des trucs dessus. Donc ça, on a, en fait, on a dans l'idée de chouchouter tous nos premiers créateurs pour que ils soient contents, pour qu'ils en parlent autour d'eux et pour que finalement ça les aussi motive à mettre en place d'autres ressources. Tu vois, on a mis, pour le moment c'est des petites sommes parce que forcément on n'a pas un énorme trafic. Le site il a été lancé il y a 2 mois, mais une des meilleures vendeuses, elle a mis en ligne des produits et en 2 semaines, je crois, elle a gagné quasiment 100 euros avec un produit à 5 euros. Tu vois. Donc, ça peut motiver. Donc ça veut dire qu'elle en a vendu Elle a vendu une cinquantaine, quarantaine, ouais, un truc comme ça. entre Cinquantaine, 40 et 50, assez rapidement. Et parce que finalement, les gens sont à la recherche de ce genre de produit, en fait. Tu vois, les instituts, en fait, ils passent beaucoup de temps sur Internet à chercher des ressources. Et du coup, si tout est centralisé sur un même site, classé par niveau, classé par note, classé par matière, etc., finalement, eux, ça leur fait gagner du temps. Et on a beaucoup qui sont prêts à acheter 3 euros, 5 euros, 8 euros par semaine pour gagner du temps et pour préparer leur cours, quoi. Mais j'y pense, les chiffres que tu me donnes là, c'est des chiffres on est au mois d'août là, donc c'est les chiffres de l'été. Les gens continuent à acheter des ressources pendant l'été? Ouais, bah, en fait, il y a eu un petit creux entre mi-juillet et on va dire cette semaine. Et là, depuis le début du mois, depuis, on va dire, une semaine environ, vraiment, ça repart en fait. Les gens, ils commencent à chercher. Donc, je vois, c'est des trucs, c'est les pages de garde. Tu vois, ils ont des classeurs avec toute leur matière et tout. Et donc, il y a les pages de garde. Ça commence à très bien marcher pour la rentrée. En fait, tout ce qui est préparatif de la rentrée, ça commence à bien se vendre là. Et tu vas pas avoir un pic énorme qui va monter sur le mois et qui va être énorme en septembre? Oui, Enfin, peut-être que tu sais pas oui, encore quelle est la oui. saisonnalité, mais Bah, j'imagine que j'ai regardé sur Teachers Page ouais. Teachers parce que maintenant j'ai du recul, ça fait 6 ans qu'ils sont ouverts. Et du coup, j'ai regardé sur Google Trends. Tu as un pic énorme fin août, début septembre. Et je ne sais pas pourquoi tu as un pic en décembre, janvier. Enfin, je crois que c'est en décembre. Et après, sinon, toute l'année, c'est assez stable, tu vois. Sauf En en décembre, juillet. c'est pas un truc genre ils font des activités, t'es à Noël quand c'est un peu les fêtes, Sûrement, je tes pense. profs ils te montrent toujours un film ou ils te font jouer à un jeu, un truc comme ça parce que ouais non c'est Noël donc on fait autre chose et il y a pas un délire comme ça sur ils ont besoin de nouvelles ressources pour cette période-là. Oui, voilà. Et en fait, avec ma femme, on est en train de beaucoup de jouer sur la saisonnalité, justement. Là, on a fait des milliers d'inscrits, justement en tant que client et sur la newsletter, parce que ma femme, elle a sorti un truc pour la Coupe du Monde fin juin. Enfin, elle a sorti début juin, et donc pendant toute la Coupe du Monde, on avait des dizaines et des dizaines, enfin même ouais, des dizaines d'inscrits tous les jours, tu vois, qui venaient télécharger ce truc-là. C'était un truc gratuit, mais ça nous a permis de remplir la liste email à fond et de, et Et de ça tu préparer. faisais la promo comment? C'était du bouche à oreille? Euh, En fait, là, on l'a mis sur les deux. On l'a mis sur la salle des maîtres et sur le blog de ma femme. On a fait de la Facebook Ads. Facebook Ads, c'est facile parce qu'en plus, là, il y a beaucoup d'instituts qui ont dans leur biographie Facebook profession éducation nationale. Donc ça, c'est facile à cibler. Ou sinon, maintenant, avec les lookalikes. Donc il y avait du Facebook Ads et il y avait aussi du SEO. C'est-à-dire que c'était un escape game. Tu vois. Les escape games, c'est en gros, il y avait une énigme. Le gardien du stade, il a perdu la Coupe du Monde. Comment on fait pour retrouver la Coupe du Monde, tu vois? Et du coup, tu avais 4 énigmes. Il y avait un truc de géographie avec des drapeaux, il y avait un truc de mathématiques où tu devais retrouver un code, etc. Bref, c'était un escape game. Et quand tu tapes Escape Game Coupe du Monde sur Google, donc là, je vais expliquer aux gens comment trouver le site de ma femme. Et ben, en fait, il était premier ou deuxième. Et en fait, le premier, c'était soit la salle des maîtres et le deuxième, c'était le site de ma femme, ou inversement, tu vois. Et du coup, Ouais. on a eu un gros pic de trafic grâce à ça. Bien sûr, le Et du coup lendemain il y de a la eu Coupe du Monde, ça s'est arrêté, ouais. quoi. Du coup il y a eu des dizaines de milliers de gamins dans toute la France qui ont joué à l'escape game que tu as créé. Voilà. C'est marrant. Et en fait, ma femme, c'est ce que je lui dis, tu vois. Depuis le début, on a fait environ 1000 clients de ces packs de jeux.
Donc ça veut dire qu'il y a eu 1000 instituts qui ont acheté. Et je lui dis, tu te rends pas compte que si les instituts ils l'ont utilisé juste avec une seule classe, c'est-à-dire avec 25 élèves, bah, tu as aidé 25 000 élèves à progresser en maths. Et très souvent, les instituts, ils ont acheté pour 2 niveaux, ou comme ils ont acheté il y a 2 ans, ils ont changé de niveau, donc finalement ils ont eu 2 classes, etc. Je lui dis, tu as aidé des dizaines de milliers d'élèves, et on n'a que des avis positifs. Mais c'est un truc de fou. Tu vois, les gens, ils sont super contents. Des fois, ils nous envoient des photos de leur classe en train de jouer, tu vois. Et c'est ce qui encourage ma femme à continuer, parce qu'elle aussi, elle n'est pas trop penchée sur l'argent, sur le business. Mais quand elle voit qu'il y a tellement de retours positifs, elle se dit, bah ouais, c'est vrai, en fait, c'est utile, quoi. Même si les gens ils payent 50 € pour acheter un pack de PDF, et bah à la fin, ils sont super contents, quoi. Et du coup, les instituts, ils payent avec leur propre argent, j'imagine. Ils payent avec leur propre argent, et on a environ 30%, même un peu moins, qui nous demandent de faire une facture pour pouvoir se faire rembourser par la coopérative scolaire. Parce qu'en fait, tu as une espèce de caisse un peu commun à l'école où tu peux l'utiliser pour acheter des petits trucs, etc. Donc il y en a qui se Ouais. font rembourser par la coopérative, il y en a qui décident de le prendre avec leur argent perso. En fait, les instituts, mine de rien, ils dépensent beaucoup d'argent avec leur argent perso. Tu vois. Là, ma femme, elle a acheté des jeux de société pour sa classe, elle allait l'acheter avec son argent perso, mais je lui ai dit, attends, on a une société, on va l'acheter avec notre société à nous. Mais donc des jeux de société, il y en a qui achètent. Enfin, ma femme, elle a acheté plein de trucs, tu vois. Elle a acheté des petits coussins pour que ses élèves ils peuvent s'asseoir par terre et lire par terre et tout s'ils veulent s'asseoir. Rien que les cartouches d'encre, c'est un budget, tu vois. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais les instituts, ils dépensent beaucoup d'argent perso dans leur travail, quoi. Ok, c'est intéressant, je savais pas du tout ça. Et donc là, c'est vraiment très intéressant comme projet d'un point de vue du besoin que tu remplis, qu'on n'imaginait pas. Comment est-ce que tu fais pour prendre la base que tu as aujourd'hui et vraiment le faire passer au niveau supérieur, tu vois? Si tu touches, mettons, on va dire, ok, on a dit tout à l'heure 3%, peut-être moins, mais on va partir sur 3%. Tu touches 3%, comment est-ce que tu fais x10 et tu touches 30% des gens, tu vois? C'est quoi ta stratégie ou c'est quoi ta vision sur les étapes que tu as besoin de franchir pour en arriver là? Bah, en fait, tu vois, là, comme je dis, on a 2 projets en parallèle. On a le blog de ma femme et on a la salle des maîtres, la marketplace. Mais si j'ai bien Euh, compris, le blog de ta femme, il est limité de manière inhérente par le fait que euh, elle veut garder les trucs séparés, elle veut le faire elle-même, et donc oui. du coup, ça a une limitation en termes de volume que tu peux produire, j'imagine. Oui, parce qu'elle ne peut pas produire beaucoup plus de packs de jeux. Mais par contre, sur la croissance, en réalité, la croissance elle est plus rapide parce que il y a des articles de contenu qui sont plus longs et finalement, les ressources qu'elle produit, elles sont vachement qualitatives. Et c'est tout. En fait, elle produit pas beaucoup. Tu vois, par exemple, je regardais la dernière fois, je crois en 6 mois, elle avait écrit 4 articles de blog, tu vois. Hmm. Mais Mais il performe bien ouais, c'était des bons articles qui performent bien, qui font à chaque fois beaucoup de visiteurs. Et nous, notre en stratégie, référencement, du coup, donc c'est du trafic trafic Google, evergreen qui continue à organique, tomber. voilà, exactement. Et ce qu'on faisait pour faire grossir la liste email sur ce blog-là, c'est quand on voit qu'on a un article qui commence à prendre, très souvent dans les articles, il y a des ressources à télécharger, des trucs gratuits à télécharger. Et bah ça, on met comment on appelle ça, un content locker. C'est où le mec il doit mettre son adresse mail pour pouvoir télécharger le PDF. Et, Ouais. et ce qui fait qu'à chaque fois, on récupère beaucoup d'adresses mail qui nous permettent d'alimenter la prochaine promo. Quand on lance une prochaine promo, en fait, le mec il rentre dans la séquence de mail, il reçoit son truc gratuit. 2 jours après, il reçoit un truc sur ma femme qui explique sa vision de la pédagogie par le jeu. Tu vois. 3 jours après, il reçoit 2 jeux gratuits, tu vois, des jeux PDF, en fait des extraits des packs. Et un jour après, il reçoit l'offre. Tu vois. Il reçoit une offre en lui disant tiens, en fait, si ça t'intéresse, tu as 1 an de maths pour les CE2, CM1 ou CM2, tu peux télécharger sur cette page. Donc là, ils arrivent sur une page de vente. Soit ils achètent direct et ce qui nous fait un petit revenu récurrent tous les mois, soit ils n'achètent pas, mais ils savent qu'il y a un pack qui existe à 57 € et que la prochaine fois, quand on leur propose qu'il est à 27 €, la plupart du temps, ils achètent. Et du coup, ça permet d'avoir une croissance euh, pas mal sur ça. On met du Facebook Ads. Et en fait, Facebook Ads, moi j'ai toujours eu peur de mettre beaucoup d'argent sur Facebook Ads. Je sais pas pourquoi. Tu vois. À chaque fois, j'ai une barrière psychologique. Et, euh, et Et pourquoi est-ce que t'es à quel budget aujourd'hui sur Facebook? en fait, là actuellement, en récurrent, j'ai pas grand chose. Je dois avoir enfin, non, un peu plus de 20 € par jour, tu vois.
en récurrent sur quelques ressources où il y a des trucs à télécharger. Parce que j'ai l'impression que dès que je laisse les campagnes trop longtemps, le coût par lead il augmente à fond. Et en fait, là où j'utilise vraiment la pub, c'est quand on fait une promo. Quand on fait une promo, là, je mets une petite somme en retargeting. Je mets environ 100 € par jour en retargeting pour que tous les visiteurs voient qu'il y a une promo. 100 € par jour au targeting, les gars, ils sont saturés, non? Ils sont saturés. Je sais pas combien de personnes. Ouais, ils peuvent plus t'échapper, quoi. Il y a 10 000, tu les hantes dans leur sommeil. Il y a 10 000 personnes dans la liste email et dans le pixel, il doit y avoir, je sais plus, franchement, quasiment 50 000 personnes. Tiens. Donc, je pense que ça va. Et après, je mets de l'audience en lookalike. Tu vois. Comme ça, je me dis, s'ils voient la promo, même s'ils n'achètent pas, très souvent, ça fait grandir la page Facebook à ce moment-là. Et ils sont là pour la prochaine fois, quoi. Et du coup, je pense qu'on pourrait mettre beaucoup plus d'argent en pub Facebook et faire grossir la machine. Mais là, je voulais me focaliser sur la salle des maîtres. Pour le moment, je n'ai pas encore trop mis de la pub Facebook parce que, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, le problème de l'œuf ou la poule, et je ne voulais pas qu'ils arrivent sur une coquille vide. Tu vois. Ouais, okay. Je ne voulais pas que des créateurs arrivent et se disent « Ouais, mais je vais être tout seul » et que des clients arrivent et se disent « Ouais, mais finalement, il n'y a rien à télécharger ». Là, ça commence à se remplir de manière organique. On commence à avoir des ressources dans tous les niveaux. On commence à avoir des ressources dans toutes les matières. Donc, là, avant la rentrée, j'allais bombarder en Facebook Ads pour que non seulement les vendeurs trouvent des clients, c'est-à-dire qu'ils fassent des ventes et génèrent des commissions, et aussi que les clients, quand ils viennent, ils trouvent plus de ressources. Et j'avais déjà fait ça sur... Parce que c'est compliqué de faire des Facebook Ads pour des produits en particulier parce que c'est des produits à 1 €, 2 €, 5 €. Tu vois. Et donc, c'est compliqué de rentrer dans ces frais. Mais je l'ai fait… Sauf si tu calcules ça sur la valeur client finale. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et il y a une des créatrices qui avait mis un produit à 5 € justement. Et comme j'ai vu qu'elle en vendait quelques-uns en organique, je me suis dit, bah, tiens, pour la faire kiffer, je vais booster un peu en Facebook Ads. Et du coup… quand tu vends 5 €, il y a 2,50 € pour la créatrice, 2,50 € pour la plateforme. Et moi, j'avais réussi à générer des ventes sur Facebook qui me coûtaient environ 3 €. Tu vois. Donc, moi, j'étais en négatif. Mais pour la vendeuse, elle était contente parce qu'elle avait gagné ses commissions. Et en plus, ça permettait d'avoir des nouveaux clients qui vont être retargetés sans cesse sur Facebook et qui finalement vont peut-être consommer plus. C'est clair que bon, faut compter aussi les frais Stripe, etc. Mais super, mettons dans ce cas-là, si on prend pas en compte les frais de transaction, 50 centimes pour générer non seulement un email mais un acheteur, c'est clair que c'est gagnant, quoi. Il suffit que la personne achète un deuxième produit et déjà tu es dans le positif. Surtout que je pense que sur l'année, les gens vont acheter pas mal de produits. Ça, par contre, à mon avis, tu vas à un moment donné devoir vraiment level up tes analytics pour comprendre la valeur lifetime value par client, etc. pour pouvoir vraiment blinder la partie acquisition. Et ça va pas être marrant niveau de la tech à mettre en place pour suivre sur autant de petites transactions. Tu as déjà pensé à comment tu vas faire ça? J'avais commencé à installer Mixpanel, etc. Tu vois. Ouais, ça va être solide. Hein. Enfin, ouais. C'est costaud. Hein. C'est pas. Et du coup, là, pour le moment, je sais que ça sert pas à grand chose avec la data que j'ai de me prendre vraiment la tête sur les statistiques, etc. C'est clair. Ouais, mais j'y pensais plus en termes de projection parce qu'on parlait juste de lifetime value sur du Facebook Ads. C'est facile à dire, mais c'est pas aussi facile que ça à implémenter sur les calculs et tout. Et du coup, pour le moment, moi, je me dis, il faut faire grossir la machine. Et quand on fera vraiment de l'argent, j'aurai de l'argent pour prendre quelqu'un qui va analyser ça et qui va se prendre la tête sur le process, etc. Sur combien ça coûte, combien ça rapporte. Yes. Si on résume mettons sur les 3 prochains mois, c'est quoi tes grosses actions qui vont faire la différence? Les grosses actions, ça va être à la rentrée, je vais essayer de faire pas mal de campagnes en fait, pas relation presse, mais en gros, soit des articles invités, soit des articles sponsorisés pour avoir de la visibilité. Je vais, là, on est en train de, entre guillemets, chasser des créateurs sur les autres plateformes. En fait, de trouver des créateurs. On avait essayé de prendre des Canadiens, parce qu'en fait, les Canadiens, ils ont l'état d'esprit américain. C'est-à-dire que leurs créations, elles sont super belles. Tu vois, ils ont ce côté marketing qu'on n'a pas du tout en France, en tout cas pas chez les instituts.
Mais le souci, en fait, c'est que il y a beaucoup de mots qui changent. Tu vois, en fait, le québécois et le français, c'est pas vraiment les mêmes mots. Et Hmm. quand tu parles à des enfants, il faut que ce soit les mêmes mots, tu vois. Ouais, Et c'est pas les mêmes programmes, donc en fait, c'est pas vraiment adapté. En fait, il y a quelques ouais, petits ok. trucs qui peuvent s'adapter. Par exemple, tu sais, les affichages ou les coloriages, enfin des petits trucs lambda, mais à partir du moment où tu rentres dans vraiment complément d'objet direct, etc., tu vois, ça, c'est des trucs, il faut que ce soit par des Français. Donc là, on est en train de faire des listes des créateurs français sur les autres plateformes. Parce qu'il y a une plateforme canadienne et une plateforme américaine. Donc on est en train de faire la liste de ces créateurs-là et on va les démarcher un par un, en leur proposant, s'ils ont la flemme, de nous-mêmes faire la création et l'import de leurs ressources, etc. Et qu'eux, ils n'ont rien d'autre à faire que nous donner leur accord. Donc je pense que comme ça, on va remplir la partie créateur du site. Et après, c'est vraiment faire des campagnes je sais, enfin, de notoriété, tu vois, sur Facebook, pour que les gens sachent qu'on existe, tu vois. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et donc, personne ne connaît, de toute façon, le truc qui vient de sortir, donc personne ne connaît. Et donc, vraiment, euh, être visible sur Facebook au maximum. Et pour ça, ouais, faut du temps. Je pense que c'est un truc que je voulais pas faire au début, mais je pense que je vais devoir prendre tu sais, des stagiaires ou des salariés pour vraiment avoir un vrai truc, quoi. Et ne pas. euh, C'est vrai que c'est par pas un rapport à truc. ce que tu me dis, il y a quand même pas mal de boulot manuel, de contacts, de follow-up. Il y a Voilà. tout un. Et c'est pas un Ça truc prend que du je peux temps. Et faire si tu veux tout pas que seul de ça te mon côté, prenne des quoi. mois et des mois de le faire toi-même à la main, tu as intérêt à avoir un peu du monde en parallèle qui peut avancer dessus. Oui, voilà. Et après, bien sûr, en fait, il y a des trucs où tu n'as pas besoin que ce soit des instits. Après, il y a des trucs, par exemple, pour la validation des ressources et tout. Ça, je fais valider par ma femme. On est en train de Ouais. voir avec des instits qui travaillent à temps partiel déjà et qui peuvent nous accompagner aussi sur le truc pour valider les ressources, valider que le truc il est bien en accord avec les programmes, etc. Parce que c'est aussi une autre question. Et, euh, et je pense que c'est un projet qui va prendre du temps. Je pense que c'est mon projet le plus ambitieux, tu vois, dans le sens où en fait j'ai vraiment un modèle à copier parce que le truc aux États-Unis il a cartonné et il a mis du temps à décoller, mais il a décollé. Et, euh, et en fait, j'arrive pas à comprendre et à voir pourquoi ça ne pourrait pas le faire en France. Hmm. Euh, Sauf si il y a ce petit aspect de mentalité, de psychologie qui fait que les profs ne veulent pas vendre, mais en réalité, on en Mais a. par contre, ils veulent acheter. Donc, Oui, il suffit de trouver des c'est créateurs. déjà un gros point. À mon avis, parmi tes 400 000 personnes, il y en a forcément. Mais il n'en faut pas beaucoup, à mon avis, Oui, parce que si tu regardes Teacher Pay Teacher, et si tu avais leurs chiffres et que tu faisais un 80-20, en fait, il doit y avoir une minorité de profs qui font vraiment la majorité des ventes. je pense. Et du coup, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir tant de créateurs que ça, à mon avis, pour avoir une plateforme qui tourne bien. Et si les gens derrière achètent, à un moment donné, tu trouves toujours l'offre, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui a envie de te faire un peu de sous, qui a envie de partager ou qui a la passion. Bah là, j'en ai trouvé deux qui ont vraiment envie de partager et qui créent des trucs régulièrement. Maintenant, en fait, le seul truc, c'est qu'il faut que j'en trouve au moins un par niveau. Tu vois, un de la maternelle au CM2, donc ça fait 8 niveaux. Ouais. Enfin, 8 voire 9 niveaux si tu prends la toute petite section. Mais en gros, tu as 8 niveaux. Donc, il faut que j'en trouve au moins un par niveau qui va créer des trucs régulièrement. Et après, les gains, ils vont venir. Et quand les gains, ils vont venir, lui, ça va l'exciter. Il va en parler autour de lui, etc., etc. À mon avis, non seulement les gains, mais il faut aussi que tu deviennes un peu leur meilleur pote, quoi. Parce que j'imagine qu'un des problèmes d'une plateforme comme ça, c'est qu'au départ, tu postes ton truc et t'as pas le même retour que tu as dans une salle de classe où tu peux voir les gamins faire le truc et tout d'un coup, bah, c'est un peu dématérialisé, tu vois, c'est un peu impersonnel. Et il faut qu'ils aient l'impression qu'ils ont cet impact, qu'ils ont cette reconnaissance. Et si tu peux leur donner le sens que, bah voilà, on fait cette aventure ensemble, on partage, on fait des trucs, et voilà, ça a impacté telle personne. Je sais pas, tu dis aux gens de prendre une photo de leur salle de classe avec les gamins ou de raconter leur anecdote. Tu vois, c'était quoi ton expérience en utilisant ce truc-là? Et tout d'un coup, ils savent qu'ils ont aidé un autre prof à l'autre bout de la France. Je pense que si tu peux mettre l'aspect humain, et les gens ils vont être super motivés et vont continuer à créer pendant, je sais pas, les 3, 6, 12 mois que ça va te prendre de vraiment pouvoir générer pour chaque individu un revenu qui soit significatif. Et au début, ouais, c'est pour ça que là, on a un follow-up, mais je pense qu'il faut encore retravailler. Sur chaque client, on lui demande de mettre un avis, ce qu'il en a pensé, etc. Et sur Teacher Space Teachers, je sais que quand tu mets un avis, tu as un espèce de point, genre tu as 5 points, et à partir du moment où tu as 100 points, tu peux enlever $1 sur ta prochaine commande ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, Ouais. euh,
Ça, il y a des trucs à faire, mais après, techniquement, enfin, c'est compliqué, tu vois, à chaque fois, Ouais, il y a des il faut trucs le à faire. custom coder. Là, pour le moment, moi, Mais très simplement, tu vois, de donner un contact humain aux gens, le fait de leur donner l'impression qu'ils font une différence, tu vois. bah, nous, À mon chaque avis, mois, en fait, euh, ça joue vraiment dans la motivation. j'ai créé entre guillemets un avatar, tu vois. Une une personne imaginaire qui s'appelle Caroline. Euh, et du coup, j'ai un compte Facebook, tu vois, où je parle avec les gens et tout, etc. Et la plupart de mes créateurs, je les ai sur Facebook, tu vois. Donc, de temps en temps, on discute. De temps en temps, c'est ma femme qui discute avec eux, tu vois. Quand ils ont des questions, quand ils ont mis en ligne une ressource, qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. On leur dit, tiens, la description, là, tu devrais plus la travailler. Tiens, ta miniature, ta ressource, elle est top, mais ta miniature, elle est dégueulasse, ça va pas donner envie, tu vois. Donc, refais une miniature parce que c'est ça qui va t'apporter toutes les ventes. Donc, on discute vraiment. Vu que là, on n'a pas beaucoup de créateurs, bah, on est obligé de les chouchouter, Mm. quoi. Comme je t'ai dit au début. Ouais, carrément. Et là, la plupart, on va leur envoyer un cadeau là, à la rentrée pour que ils sentent qu'il y a quelqu'un derrière, ils sentent que ils sont pas juste là à mettre une annonce sur le bon coin et après il n'y a plus rien quoi. Donc ce contact-là, je sais qu'il est super important et je pense que ça va être un des premiers postes où je vais recruter en fait. J'hésite vraiment pour le prochain recrutement. Est-ce que je prends quelqu'un qui est sur la partie vraiment communauté, c'est-à-dire community management, qui fait du relationnel, qui va chercher des créateurs, etc. Ou est-ce que je prends quelqu'un techniquement parce qu'il y a pas mal d'évolutions techniques que j'ai envie de faire. Mais je pense que la technique, en fait, le truc là, il marche aujourd'hui. Même Mm. s'il y a plein de fonctionnalités qu'il n'y a pas, je préfère le laisser comme ça et amener des gens dans la machine, voir si ça Carrément. marche, et après prendre quelqu'un pour développer la technique et faire Carrément. Par l'inverse. rapport à ce que tu me décris, il faudrait carrément miser sur le relationnel et sur cette partie-là. Et la technique, ça viendra quand ça viendra, quoi. Tout de même, si tu as un business qui marche et que ça tourne et que la technique fonctionne dans le sens où les gens arrivent à acheter et à être payés de l'autre côté, tu vois, le reste, tu peux à la limite le faire à la main ou dans des Google Docs pourris tant que ça marche pas et tu vas faire le gap entre les deux, quoi. Il vaut mieux avoir un système qui se pète la gueule parce que tu commences à avoir trop de volume que d'avoir un système parfait mais Avec son avec volume. personne dans la machine. Ouais. Ouais, Ouais. mais c'est pour ça que Euh, là, vraiment, on a aussi fait des articles de contenu. J'ai trouvé une bonne rédactrice sur Textbroker qui me faisait des très 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 bons articles de contenu sur tu sais, des trucs de 2500 mots, 3000 mots. Et parce que c'est dur de faire rédiger des trucs sur la pédagogie à des gens qui ne sont pas instit, tu vois. hmm. Et c'est dur de trouver des rédacteurs instit. On est en train d'en chercher, tu vois, dans les groupes et tout, mais c'est compliqué vraiment de trouver la bonne personne. Donc là, pour moi, je faisais faire par des rédacteurs entre guillemets qui étaient non instit. Et franchement, on a réussi à faire des bons articles. Et le but, c'est d'avoir des articles de fond sur plein de trucs autour de la pédagogie, tu vois. Pas sur comment faire des multiplications, mais c'est tout ce qui est pédagogie alternative, la méthode Montessori. Tu vois, pendant longtemps, il parlait de la méthode Singapour en maths, etc. Tu vois. Et en fait, toutes ces méthodes-là, c'est quand les gens cherchent des infos sur ça, ils tombent sur l'article, et là, tu as la suggestion de tiens, bah, tu pourrais utiliser ces ressources-là dans ta classe qui vont avec cette méthode. Et, euh, et du coup, je pense que le contenu, sur le long terme, il peut nous apporter pas mal de visiteurs parce que, en fait, le souci, c'est que je pense pas que les créateurs vont faire des fiches produits de 1000 mots, tu vois. Les créateurs ils vont faire des fiches produits avec quelques paragraphes, ils vont voir quelques mots. Et du coup, pour que Google nous classe bien, je pense qu'il faut vraiment apporter cette partie contenu dense et à forte valeur. Et donc là, ça, c'est des articles qu'on fait nous-mêmes, quoi. C'est quoi ton processus pour fixer des objectifs? Des objectifs en termes de. En termes de business, je suis intéressé de voir comment est-ce que toi, tu réfléchis aux objectifs de ce business et comment est-ce que tu les fixes. Et puis ensuite, je voulais te demander, bah, du coup, quels étaient les objectifs que tu t'es fixés? Tu vois, à quelle durée, à quel volume? Est-ce que tu réfléchis en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que tu réfléchis en termes d'actions à faire? Comment est-ce que tu Sur, euh, sur fixes ce ça? business-là, mon but, c'était d'avoir 1000 créateurs, donc 1000 personnes qui ont un compte créateur. Donc ça veut dire qu'en vrai, il y a beaucoup moins de créateurs que ça au 31 décembre. Tu vois, donc Ok. aujourd'hui, j'en ai eu 100 en un mois et demi. Donc là, il reste 5 mois environ pour le faire. Ce qui est possible parce que forcément, le dernier mois, je vais en avoir beaucoup plus que le premier mois. Hmm. Et ce que je me dis qu'avec 1000 créateurs, en réalité, même si on n'a que 200 ou 300 qui créent des choses réellement, ça commence à faire une boutique
qui est vivante et sur lesquelles il y a des ressources qui sont créées toutes les semaines ou tous les jours et qui donnent envie aux gens de revenir. Après, en termes de chiffre d'affaires, honnêtement, j'ai pas d'objectif particulier avec ce business-là. Parce que je sais que ça. En fait, je sais que ça peut aller vite, comme je sais que ça peut prendre du temps. Tu vois. C'est-à-dire que je ne serais pas surpris du tout si l'année prochaine je fais 500 000 euros avec, mais je ne serais pas surpris du tout si l'année prochaine je fais 20 000 euros avec, tu vois. Parce que Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux scénarios, à ton avis? parfois c'est des trucs que tu peux pas expliquer. Il suffit qu'un des gros blogueurs qui fait 30 000 visiteurs par jour décide de publier un lien vers toi et ça peut lancer la machine, ça peut faire un effet boule de neige. Il suffit que sur un mot-clé, tu sois bien placé, tu sais pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es bien placé sur Histoire CE2 alors que tu as fait des ressources, tu as fait des articles sur tous les trucs, genre maths CM1, lecture CE1, mais d'un coup tu pètes, tu sais pas pourquoi, sur Histoire CE2. Là, en fait, ça va être une porte d'entrée. Et je pense qu'à partir du moment où il y aura un appel d'air, ça va décoller. Maintenant, cet appel d'air, est-ce qu'il va venir dans 6 mois ou dans 2 ans? Ça, c'est à nous de travailler pour multiplier le contenu, multiplier les points de contact et essayer de provoquer justement ce déclic-là. Mais après, il y a des trucs qui ne dépendent pas forcément de nous. Tu vois, tu peux contacter tous les blogueurs du monde. S'ils refusent tous, c'est pas de ta faute. Mais il suffit qu'il y en a un qui dise oui, moi je veux bien et ça peut décoller. Yes. Donc, c'est pour ça qu'en parallèle, je continue sur le projet avec ma femme, qui là, on a Génère de l'argent. il génère de l'argent, on sait très bien comment générer de l'argent, on sait, en fait, c'est de l'argent à la demande, c'est sur un mail. À chaque fois, ma femme, elle y croit pas, tu vois. Elle me dit, ouais, mais ça marche là, peut-être ça marchera pas la prochaine fois. Et pour le moment, je sais plus, on a fait combien de campagnes email? On a dû faire peut-être 8 promos, tu vois, 8 ou 9 promos en 2 ans. Soit des promos, soit des lancements de produits, tu vois. Et à chaque fois, on a fait plus que celle d'avant. Sauf qu'il y a une fois, je crois, on a eu un petit creux, mais genre, on avait fait genre 8000 la fois d'avant, et après, la fois d'après, on a fait 7000, tu vois. Mais donc là, la dernière fois, on a fait, si je dis pas de bêtises, on a fait un truc genre 12 ou 13 en 4 jours. Et là, je lui ai dit, à la rentrée, le but, c'est de faire 20. Et en fait, pour faire 20 en 4 jours, c'est là où je vais devoir mettre 1000 euros de pub Facebook, tu vois ce que je veux dire? Environ. Et pour mettre 1000 euros. Et en fait, je me dis, est-ce que 1000 euros de pub Facebook concentrés en si peu de temps, finalement, il faut réussir à bien cibler, à pas faire de bêtises, à pas cramer l'argent par les fenêtres. Mais je pense que. Tu les connais, tes audiences à ce stade. Tu Oui, sais voilà. quelles audiences marchent. Tu as quand même des lookalikes, tu as des pixels. Ça devrait se faire. En fait, c'est juste ne pas avoir peur de mettre 250 euros par jour. Ouais. Mais je pense que là, on va le faire vraiment parce que la dernière fois, quand on a fait les 13 là, c'est parce que sur les 2 derniers jours, je me suis dit, vas-y, on a fait une bonne promo, mais c'était pas ouf. Genre, on était genre à 6000, je crois, au bout de 2 jours, les 2 premiers jours. Et j'ai dit, vas-y, là, on lâche les chevaux, quoi. On envoie sur Facebook et ça a marché. Et à chaque fois, je me dis, il y a un moment où l'élastique il va péter, tu vois, où je pourrais plus augmenter le budget. Mais finalement, là, je sais que je suis encore très large. Donc là, à la rentrée, on va envoyer du lourd. Et on va voir. Là, je pense qu'il y en a une à la rentrée, une à Noël, peut-être une entre les deux, si on en sort un nouveau produit. Mais s'il n'y a pas de nouveau produit, il y en aura une à la rentrée, une à Noël. Mais je pense que ma femme va lancer un nouveau produit pour la Toussaint. Donc c'est parfait, ça fait tous les 2 mois. Cool. Tu sais, Amine, je termine toutes ces conversations-là par 3 petites questions que je pose à tout le monde. Oui. Donc, je voudrais les faire avec toi. La première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon moi-même de 20 ans. Ouais, donc c'était il y a 10 ans. Putain, j'ai déjà 30 ans. La dernière fois, mon anniversaire, c'était il n'y a pas très longtemps et je me dis, ouais, j'ai déjà 30 ans. Et je me rappelle quand j'avais 20 ans, je me disais, ouais, 30 ans, c'est loin, j'aurai le temps de faire tout ça. Et finalement, c'est passé super vite. Donc en fait, tu vois, au-delà de ce truc de professeur, j'ai un site qui s'appelle Otake sur lequel on accompagne les gens, on fait du développement personnel pour les entrepreneurs. Et donc dans le conseil que je donnerais, en fait, il y aurait 2 conseils. En fait, il y a le conseil que je vais dire parce qu'il fait bien et parce que pour ton audience, c'est celui que je voudrais donner, et le conseil que je me donnerais vraiment à moi-même. Ouais. Le premier truc Tu peux faire les deux. que je donnerais à ton audience et que je donnerais à tout le monde, en fait, à mon petit frère ou à moi, c'est de croire en ses rêves et de vraiment se dire que tout est possible. Tu vois,
que vraiment tout est possible à partir du moment où tu y crois et tu travailles dur et que avec le temps, en fait, le temps va passer beaucoup plus vite que ce que tu crois. Et si tu dois travailler 5 ans sur un projet, en fait, 5 ans, c'est demain, quoi. Ça va aller très vite. Et donc, faut y croire et il faut le faire. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important, je pense. Et le truc que je me dirais à moi-même particulier, parce que j'ai un gros souci, comme je te l'ai dit au début du podcast, c'est que je suis vachement hyperactif. Tu vois, je suis vachement dispersé et j'ai vachement de mal à rester focus. Et donc, il y a une leçon que j'ai appris cette année, c'est de vraiment rester focus sur ce qui marche et sur ce que je sais faire et arrêter de courir après tout ce qui brille. Tu vois, Après quoi est-ce que tu as été courir récemment pour donner un exemple? un exemple, il y a à peu près un an, j'ai acheté une pizzeria. Tu vois, le truc, il y a rien tu vois, c'est un truc depuis 6 ans, tu vois, 7 ans. Je me dis, moi, je veux pas de truc physique, je veux un truc dématérialisé pour Bien pas être sûr, mais qu'est-ce que stressé. qu'est-ce que c'est que cette affaire, Amine? Qu'est-ce que Et, c'est que cette et décision? finalement, bref, de fil en aiguille, tu vois, j'avais des potes qui étaient dans la restauration, ça marchait bien. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer, tu vois. En fait, je suis vachement hyperactif, c'est-à-dire que ça fait des années, même il y a 4-5 ans, je me rappelle, un jour, on était parti avec ma femme, on était parti manger et tout, et je rigolais avec elle et je lui dis, moi, franchement, je sais pas ce que je vais faire dans 2 ans, quoi. Ça se trouve, j'aurai un restaurant, ça se trouve, j'aurai un magasin de fringues, ça se trouve, je ferai de l'immobilier, et, euh, et je pensais vraiment pas que j'allais avoir une pizzeria, tu vois. Et du coup, j'ai ouvert une pizzeria. Euh, Ça m'a coûté de l'argent, Tu mais l'as ouvert? ouais. Mais surtout, Donc, ok. ça m'a coûté beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie, tu vois. Et là, je suis en train de m'en séparer. Mais c'est. T'avais des associés dans Ouais, l'affaire? on est deux. On est deux. Et en fait, c'était une galère sans nom. Le truc, c'était une galère du début à la fin. Il n'y avait pas la rentabilité espérée. Il n'y avait que des galères. Il y avait des Donc, du coup, salariés. t'avais dû engager une équipe complète pour gérer la Oui, pizzeria. voilà, il y avait des salariés. Euh, et, euh, et en fait, les salariés dans la restauration rapide, dans les pizzerias comme ça, tu sais, c'est un petit truc de quartier, tu vois. C'est pas Pizza Hut, tu vois. Et du coup, en fait, c'est des gens qui sont durs à manager, mais très durs. C'est des embrouilles, c'est des galères, c'est des gens qui sont pas fiables. Du jour au lendemain, ils te disent c'est bon, j'arrête de travailler. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. c'est plein de trucs comme ça qui font que j'ai appris énormément et ça m'a appris plein de choses, tu vois, genre sur la compta, sur la gestion de salariés, sur la gestion de stock, de fournisseurs, etc. Mais en fait, c'était un truc qui brillait et je me suis dit, tiens, je vais saisir cette opportunité-là. Et ça m'a fait perdre du temps et de l'argent ça m'a fait perdre de l'argent et du temps sur mes autres projets et de l'énergie. Et c'est en fait ce genre d'erreur, c'est un truc que j'ai répété ces dernières années, mais à chaque fois il y avait un truc qui brillait, je me suis dit je vais le faire. Ah, parce que moi, j'ai entendu des gens qui se dispersent. Tu vois, je m'attendais à ce que tu me dises, ouais, j'ai lancé un nouveau blog dans un sujet où j'avais pas d'expertise et finalement, tu vois, où j'ai essayé de faire. Le mec, il a lancé une pizzeria complètement hors ligne et tout. Ah ouais, Non mais du c'était coup, des ambitieux, blogs j'en ai lancé c'est plein, des impressionnant. sites j'en ai lancé plein sur des opportunités, Ouais, etc. ouais. Et en fait, à chaque fois j'avais pas compris la leçon, mais ça c'est un truc qui m'a vacciné aujourd'hui, j'espère. Mais d'un autre côté, je me dis, si j'avais pas voulu à chaque fois saisir des opportunités, et il y a des trucs que j'aurais pas fait. Tu vois, par exemple, le truc de ma femme, c'était vraiment genre de me dire, tiens, je vais tester un nouveau projet. Et Hmm. finalement, ça a marché. Ou il y a des trucs que j'avais fait avant où j'ai perdu du temps, j'ai perdu aussi de l'argent. Mais j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amis, qui sont devenues des associés dans d'autres projets. Donc finalement, je sais pas si c'est tant de négatif que ça de courir après les opportunités et les trucs qui passent. Mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a un truc, c'est faut faire ce que tu sais faire et arrêter de vouloir courir à droite à gauche, rester focus. Maintenant, moi j'ai mes 2 gros projets là pour cette année. Et c'est d'une part tout ce qui touche à l'éducation là avec ma femme, et d'autre part sur Otake, tout ce qu'on apprend sur l'entrepreneuriat, tous les conseils qu'on donne. Et c'est aussi pour ça que je lance d'autres choses à côté parce que je voulais pas gagner de l'argent avec Otake, en fait je voulais pas réussir juste en expliquant aux gens comment réussir. Hmm. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je lance un autre truc qui marche à côté pour que non seulement j'ai la crédibilité aux yeux des autres, mais aussi par rapport à moi-même, tu vois. De me dire, oui, j'ai pas fait juste le million avec des e-books à 27 euros sur comment faire le million. J'ai fait. On n'a pas beaucoup parlé de Otake. Tu peux donner un pitch en quelques phrases pour les gens qui veulent aller voir. Comme ça, on mettra bien sûr le lien dans la description, mais comme ça, les gens savent à qui ça s'adresse.
Bah, au taquet, en fait, c'est pour les entrepreneurs qui veulent augmenter leurs résultats en augmentant leur état d'esprit. Donc nous, que tu fasses du e-commerce, que tu fasses de l'infoproduit, que tu fasses de la pizzeria, tu vois, on va pas te donner des conseils business sur ton business, mais on va te donner des conseils sur toi, parce que l'important, c'est pas, euh, c'est pas le business, l'important c'est le businessman. L'important, c'est qui tu es avant de ce que tu fais et de ce que tu as. Et donc, on travaille sur qui tu es. Donc, ça peut être des conseils de confiance en soi, des conseils de motivation, des conseils en organisation, des conseils en prise de parole, en communication. C'est tout ce qui fait que tu peux mener à bien un projet, quel qu'il soit. Ça s'adresse particulièrement à ceux qui sont débutants, c'est-à-dire qu'on pas encore, qui gagnent moins, on va dire, de 5 000 euros, qui lancent quelque chose, qui ont besoin parfois, qui se cherchent, qui n'ont pas encore trouvé leur voie, qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter. Euh, on accompagne beaucoup de personnes justement via des formations, des webinaires, des conférences, etc. Ok. La deuxième question, parce qu'on a perdu un peu le fil de mes trois questions, Ah oui, mais c'est vrai. moi je. Non, mais t'inquiète pas, c'est bien normal. Mais la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Oui, c'est même plus qu'un livre, en fait, c'est une philosophie, c'est une manière de penser. C'est un livre de Harry Brown. Parce qu'en fait, au début, tu sais, j'aurais pu te donner des livres basiques, c'est genre Réfléchissez, devenez riche ou Comment se faire des amis. C'est des livres vraiment qui m'ont beaucoup aidé au début. Mais il y a un livre que j'aime énormément, que j'ai découvert c'était il y a 2 ans, je crois, ou il y a 1 an et demi, que j'ai lu, que j'ai relu et dont on m'a beaucoup parlé aussi. C'est un livre de Harry Brown qui est How I Found Freedom in an Unfree World. Comment j'ai réussi à être libre dans un monde qui n'est pas libre. Et, euh, et en fait, c'est plus une psychologie, un état d'esprit qui t'explique que malgré toutes les contraintes extérieures de l'État, du gouvernement, etc., tu peux vivre la vie que tu as envie de vivre à partir du moment où tu agis sur toi-même. Par exemple, si tu n'es pas content de ton pouvoir d'achat et que tu penses qu'il te manque 200 euros de pouvoir d'achat tous les mois, bah, tu as la méthode indirecte, c'est-à-dire tu vas aller faire des manifestations, des grèves pour qu'on t'augmente ton salaire de 200 euros ou pour qu'on baisse tes charges de 200 euros. Ou sinon, la méthode la plus rapide, la plus efficace, bah, c'est de gagner 200 euros en plus. En fait, tu as plein d'aspects de ta vie comme ça sur lesquels tu peux agir directement sans attendre que quelqu'un d'autre le fait pour toi. Même si l'environnement extérieur, même si le monde n'est pas celui dans lequel tu voudrais vivre, tu peux toujours créer la vie que tu voudrais vivre. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Oui, c'est pareil, c'est un mode de vie, c'est quelque chose. La première fois que je l'ai entendu, ça m'a fait un déclic et c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'appliquer au quotidien. Et je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est Seth Godin, mais je suis pas sûr. C'est au lieu de te demander quand seront tes prochaines vacances, peut-être que tu ferais bien de te créer une vie de laquelle tu n'as pas besoin de t'échapper. Et, euh, et ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on court tous après. Enfin, beaucoup de gens travaillent dur en se disant vivement les prochaines vacances, vivement que je puisse partir, etc. Et en fait, c'est dommage de travailler 45 semaines par an pour avoir un mois de libre ou de travailler 5 jours par semaine pour avoir 2 jours de libre. Autant créer une vie dans laquelle bah, tu peux travailler tout le temps, mais tu n'as pas l'impression de travailler tout le temps, tu as l'impression d'être un peu tout le temps en vacances, tu vois, un truc où tu n'as pas besoin de t'échapper en fait, où tu pourrais faire ça tous les jours et tu n'as pas besoin de te dire je dois faire un break, j'en ai marre et je claque tout pendant un mois. Et ça, c'est une de mes Et pourtant, tu citations es préférées. parti en tour du monde et tu as quand même pas mal voyagé. Oui, je suis parti en voyage, je suis pas parti en vacances. C'est-à-dire que Ok. euh, quand j'étais en voyage, bah, on a continué à travailler sur le blog de ma femme, on a continué à travailler sur Otake. D'ailleurs, j'ai jamais fait autant de vidéos sur Otake que quand j'étais en voyage. Et j'ai rien mis entre parenthèses. Parce que il y en a qui me disaient, quand ils me voyaient à l'hôtel en train de travailler sur mon ordi, ils me disaient: Ah, t'es en train de travailler, pourquoi tu te reposes pas, c'est les vacances? Je dis: Oui, mais ce que je suis en train de faire là, c'est ce qui fait que moi je peux rester 1 an et demi et toi tu peux rester que 2 semaines. Tu vois. Et, euh, Ouais. et finalement, c'est un mode de vie, c'est comme. Enfin, ça, c'est une réponse que je prends souvent. Tu sais, quand je vais au ski avec mes beaux-parents, très souvent ma belle-mère elle me dit: Ouais, mais tu te déconnectes jamais. Je dis: Mais c'est justement parce que je déconnecte jamais que je peux pas aller au ski et que je peux partir à toutes les vacances scolaires avec ma femme et que tout ça, sinon j'aurais que 5 semaines et là je pourrais déconnecter. Mais là, j'ai pas 5 semaines, j'ai toute l'année en fait pour partir. Donc c'est un mix en fait, trouver un équilibre. Il faut faire la différence je fais vraiment la différence entre le voyage et les vacances. Là, dans 2 jours, je pars au Portugal.
mais je pars en voyage. Je vais visiter des choses, je vais me baigner, etc. Mais c'est pas un truc où je vais me mettre en mode avion pendant 15 jours et j'en ai marre de ce que je fais, parce que ce que je fais aujourd'hui, j'aime bien, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas besoin forcément de prendre de vacances. Cool. Sur ce, on va terminer l'épisode ici. Merci Amine d'avoir été avec nous. C'était super de partager. Et tu sais, récemment, je fais une nouvelle série où je fais revenir les gens qui sont passés sur le podcast. Souvent, je les fais revenir 2 ans après et on rediscute. Et là, c'est bien parce qu'on a eu juste le début du décollage d'un projet. Et j'ai envie un de ces jours, on se refasse un épisode de follow-up où on puisse voir où est-ce que ça va, tu vois, Ouais, comment est-ce que ça évolue. ce serait cool. Déjà, merci vraiment à toi de m'avoir invité. C'est grâce à toi que je suis tombé dans l'univers des podcasts. Parce que avant, j'écoutais pas du tout de podcasts et j'ai commencé à écouter Nomade Digital. Après, j'ai écouté tous les Marketing Mania et maintenant, j'ai une vingtaine de podcasts auxquels je suis abonné. Et d'ailleurs, tu devrais en publier plus souvent. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ton podcast. Et vraiment, C'était j'espère cool. que dans 1 an ou dans 2 ans, on pourra en reparler et que je te dirai, bah voilà, on a notre premier instituteur millionnaire sur la plateforme. Et ce Ça sera marche. intéressant. Bah écoute, Ça marche. merci beaucoup Stan vraiment de ton invitation. Merci Amine. À À bientôt. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous laisser, j'ai 2 petites choses à vous dire. La première, c'est que Amine nous a expliqué en quoi, comme on le dit aux États-Unis, the money is in the list, l'argent est dans la liste, et en quoi sa liste email est en fait la manière la plus efficace et la plus fiable de générer des ventes. Et en un sens, cette liste email, c'est une forme de sécurité où il sait qu'à chaque fois qu'il va envoyer un email, il va faire des ventes de manière prévisible. Et c'est quelque chose sur lequel il peut se reposer pour générer du revenu, du chiffre d'affaires dans son business. Et j'ai beaucoup de gens qui me posent la question, bah oui, ok, j'ai compris, la liste email, c'est important. Comment est-ce que je construis cette liste? Alors, Amine utilise notamment la pub Facebook pour le faire. La pub Facebook, c'est quelque chose qui peut avoir un coût, c'est quelque chose qui marche plus ou moins bien selon votre niche. Vous avez vu dans le podcast que Amine nous dit qu'il arrive à capturer des prospects pour seulement 12 centimes. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je peux vous dire que dans mon milieu, on paye beaucoup plus que 12 centimes pour une adresse email. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, la majorité de mes inscrits email, je ne les paye pas parce qu'ils viennent de mon contenu. Ils viennent de mon contenu et ils viennent de tout ce que je publie et ils viennent de pages de capture qui sont construites avec une structure très particulière pour pouvoir capturer un maximum de prospects sur ma liste email. Et si vous voulez voir un exemple de cette page de capture et aussi si vous voulez apprendre comment les créer, j'ai une formation gratuite qui parle de la stratégie que j'utilise pour capturer des prospects sur ma liste email, construire des listes email qui, à travers mes différents sites, là, je suis encore en train de passer la barre des 50 000. J'utilise ActiveCampaign pour gérer mes prospects email et régulièrement, ils me disent, vous allez atteindre à 50 000 abonnés sur votre liste email et donc il faut passer au niveau suivant. Il faut payer plus pour pouvoir utiliser ActiveCampaign. Et donc, en général, j'essaie de nettoyer, retirer les gens qui sont pas trop actifs et j'arrive à retomber à 48 000 et je suis tranquille pendant encore quelques semaines. Bref, si vous voulez apprendre une stratégie qui fonctionne très bien pour capturer plus de prospects sur vos listes email, une stratégie de contenu, une stratégie de conversion et savoir comment transformer ce trafic en adresse email et cette adresse email en vente, j'ai créé une formation pour vous qui s'appelle Construire une audience qui achète. C'est une formation qui est totalement gratuite que vous allez recevoir dans votre boîte mail pendant 7 jours et vous pouvez la trouver à l'adresse marketingmania.fr/audience. L'objectif de cette formation, c'est de vous aider à construire une liste email d'environ 1000 abonnés. Et si on s'en tient plus ou moins au chiffre que donne Amine, avec 1000 abonnés, ça peut faire des lancements à 1000 euros. Parfois, c'est un peu plus, parfois, ça peut être un peu moins selon votre domaine. Mais vous voyez que quand vous commencez à avoir une liste email de 1000 abonnés, c'est pas encore sûr que vous puissiez en vivre et probablement c'est un peu trop faible pour pouvoir en vivre, mais vous allez commencer à générer des revenus qui sont réels, quelque chose que vous pouvez toucher, quelque chose qui tombe dans votre compte en banque. Et vous pouvez vous dire, OK, là, je suis plus en train de jouer, je suis plus en train de jouer avec des petits sites internet, je suis en train de poser la première pierre d'un vrai business qui va avoir des clients, qui va faire des ventes. Et la liste email, c'est vraiment la colonne vertébrale d'un business de ce type. Je vous redonne l'URL une toute dernière fois,
marketingmania.fr/audience pour la formation gratuite Construire une audience qui achète. J'ai terminé ma page de pub. Je vous laisse retourner à vos activités. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de l'émission et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania. À bientôt.